L'échiquier international, soyez les bienvenus, va-t-elle tenir la première mouture d'un accord de cessez-le-feu entre l'entité sioniste et le Hezbollah avec le parrainage de Washington ? Or, on se pose d'emblée la question sur le sens de cette entente. Ne serait-elle pas trop favorable à l'entité sioniste puisqu'il est stipulé que l'armée coloniale poursuivrait ses tirs et ses opérations sur le terrain, nulle mention d'un retour de la population libanaise et surtout silence absolu sur l'éventuel retrait sioniste, tout comme le précédent accord qui avait tenu quelques heures. Un cessez-le-feu s'appuie également sur le désarmement complet du Hezbollah et l'évacuation de tous ses membres de la zone située au sud du fleuve Litani, qui coule à une trentaine de kilomètres de la frontière avec les territoires occupés. De son côté, le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, réaffirme que tant que l'occupation continuerait, la résistance également, qualifiant l'accord de tout bonnement d'être un accord de capitulation. Parler de soulagement pour les Libanais serait peut-être précoce. Les bombardements sionistes ont fait, on le rappelle, plus de 3500 morts et plus de 10 000 blessés. On en parle, à tout de suite. Alors cette fois-ci, est-ce la bonne ? Rien n'est moins sûr. Troisième cessez-le-feu entre Libanais et sionistes. Cessez-le-feu lequel renvoie à une nouvelle échéance des pourparlers prévus le 22 juin prochain en vue d'un accord global. On essaye de mieux cerner la situation du Liban avec un journaliste libanais, directeur du quotidien libanais francophone L'Orient le Jour, l'un des quotidiens les plus influents au Proche-Orient. Auteur également avec une dernière parution en 2025, Liban, état de survie. Fouad Hello, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les Libanais ne connaissent que trop bien ces propositions de cessez-le-feu en trompe-l'œil, puisqu'on en est à notre troisième. Alors, Fouad, est-ce vraiment un cessez-le-feu ? Comment, surtout, est perçue cette première partie d'un accord de la part des Libanais, vous qui êtes sur place ? Alors effectivement, je suis à Beyrouth. En réalité, il n'y a pas de cessez-le-feu. Il y a un accord tacite parrainé par les États-Unis pour que la capitale du Liban, Beyrouth, ne soit pas bombardée, que son aéroport et son port continuent de fonctionner. Mais à 50 km plus au sud, donc au Liban Sud, à la frontière israélienne, la guerre continue. Aujourd'hui même et tous les jours, il y a des bombardements, des attaques, des incursions, des dynamitages de maisons en Syrie. Donc, en réalité, la guerre continue. Simplement, la capitale n'est pas menacée aujourd'hui immédiatement. Il y a un semblant d'accord tacite entre le Hezbollah et Israël sous parrainage américain, qui est que si le Hezbollah ne bombarde pas directement le territoire israélien, Israël ne bombardera pas directement la capitale et la banlieue sud, en particulier de Beyrouth, qui concentre des centaines de milliers de ce qu'on appelle la communauté chiite, qui est la communauté d'accueil du Hezbollah. Donc, c'est la situation où nous sommes, mais la pression militaire continue à l'instant où nous parlons. Et la vérité, c'est que la situation est très complexe, il n'y a pas d'issue claire. Alors pour comprendre ça, il faut regarder ce qui se passe avec l'Iran brièvement. En réalité, alors il y a des gens qui pensent que ce qui vient de se passer entre les États-Unis et l'Iran est un échec américain. La réalité est plus nuancée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Iran est en état de siège. Donc, l'Iran assiège le détroit d'Ormuz et les États-Unis assiègent l'Iran. Alors, sans entrer trop dans les détails de tout cela, on va en parler plus en amont.
On va en parler plus en amont, Fouad Khrouch, justement sur l'implication éventuelle dans l'équation libanaise de la partie iranienne. Je voulais qu'on reste un tout petit peu sur l'accord entré en vigueur il y a 2 jours à Washington. Alors, la partie sioniste, juste après le compte-rendu conjoint entre Libanais et sionistes, la partie sioniste a déclaré que l'armée coloniale continuerait à bombarder dans la plaine de la Bekaa et dans la partie sud du Liban. L'invasion, vous l'avez dit, en substance, est toujours en cours. Et les faits n'ont pas été démentis, puisque depuis l'entrée en vigueur de, entre guillemets, l'accord, 20 Libanais sont morts. On le voit du côté sioniste, il semblerait qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a jamais eu d'accord. À entendre Israël Katz, le ministre de la Défense, ou même Netanyahou, il n'est pas question d'accord. Alors effectivement, les commentaires qu'on entend aujourd'hui au Liban d'ailleurs sont très clairs sur ça. C'est un accord qui est mort avant même sa naissance. C'est-à-dire que Israël a déclaré que il allait poursuivre, il allait garder sa liberté de manœuvre, et le Hezbollah et l'Iran ont dénoncé cet accord. Le président du Parlement libanais lui-même, Nabih Berri, qui est un proche du Hezbollah, même s'il s'en démarque par ses positions, a aussi déclaré que c'était un accord dont les termes n'étaient pas favorables. Donc finalement, la seule partie aujourd'hui qui n'a pas en quelque sorte remise en question d'une manière ou d'une autre cet accord, ce sont les États-Unis et le gouvernement libanais. Alors, ce qui est à craindre, c'est que, en fait, le Liban et son gouvernement entrent dans une séquence où, d'un côté, il y ait un maintien des combats, et de l'autre, que le gouvernement libanais soit soumis à une série de pressions par lesquelles il serait amené à exercer lui-même une pression croissante sur le Hezbollah. Et alors, je comparerai ça un peu alors, toute proportion gardée, parce que ce n'est pas la même chose, mais je comparerai ça à la situation de Mahmoud Abbas en Cisjordanie, qui est sous pression d'Israël et qui donc est contraint de réprimer les factions armées palestiniennes en Cisjordanie, en particulier le Hamas. Et donc la question, c'est est-ce qu'on se dirige vers une cisjordanisation du Liban d'une certaine manière, encore une fois, toute proportion gardée. Le risque est là. C'est-à-dire que pour éviter une guerre israélienne qui soit massive sur l'ensemble du territoire libanais, pour aussi mettre en action, traduire dans les faits la décision du gouvernement libanais qui est de dire les armes du Hezbollah ne sont plus légales. L'action militaire de Hezbollah au Liban Sud, en lien avec le soutien iranien, n'est plus souhaitée par le gouvernement libanais. Eh bien, comment traduire ça dans les faits? Le gouvernement libanais pourrait être poussé, peut-être par la communauté internationale, peut-être par les États-Unis. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, donc le ministre des Affaires étrangères, l'a dit lui-même. Nous voulons entraîner des troupes de l'armée libanaise, des brigades de l'armée libanaise. Nous voulons les entraîner pour qu'elles imposent sur le terrain le ramassage des armes du Hezbollah. Donc, en quelque sorte, le risque, c'est que le Liban se dirige, d'une part, avec un état de guerre au sud, et puis une situation de ce qu'on appelle au Liban al-Dawla al-Amniya, c'est-à-dire un état plus sécuritaire dans le reste du pays, pour réprimer le Hezbollah. Entre ces possibilités-là, il y a une très forte tension au Liban aujourd'hui, et il y a des analystes qui craignent que la situation explose au plan interne. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous ne le souhaitons pas, évidemment, mais le risque est là. Le risque d'une scission ou d'une déstabilisation interne n'est pas à négliger. Donald Trump, en fin de semaine, avait pourtant fanfaronné sur son réseau social en disant avoir persuadé les deux parties de faire taire leurs armes. Le terrain, encore une fois, a contredit le président américain avec les bombes sionistes qui continuent de tomber. Trump, semble-t-il, n'arrive pas à tenir Netanyahou. Comment vous l'expliquez ?
Alors, Trump a, bon, d'une part, Trump a beaucoup de contraintes aujourd'hui en interne aux États-Unis, notamment avec le Congrès américain qui veut commencer à limiter sa marge de manœuvre et sa possibilité de continuer la guerre. Au-delà de ça, il faut bien voir une chose, c'est que les déclarations du président Trump sont continuellement en contradiction les unes avec les autres, c'est-à-dire le même jour, pratiquement, ou à un jour d'intervalle, il est capable de déclarer que la situation va très bien, puis le lendemain de dire que, en fait, ça ne va pas, il va augmenter la pression sur l'Iran, et puis de dire de nouveau que ça va très bien. Alors, pourquoi il fait ça? Pour deux raisons essentiellement. La première, c'est bien entendu de calmer les marchés financiers, le marché pétrolier international, d'arriver à garder la situation sous tension au Moyen-Orient, mais en même temps que cette tension n'impacte pas les marchés internationaux et donc finalement le prix du pétrole, le prix de l'essence aux États-Unis et la poche des contribuables et des électeurs américains. Donc c'est en quelque sorte une manière de contrer le jeu iranien qui fait le blocus d'Ormuz. Trump fait ses déclarations pour contrer cela. Au-delà de ça, il y a la tactique iranienne face à cette force écrasante des Américains qui a été de... les États-Unis ont quand même décimé le leadership iranien, le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang. Donc, qu'ont fait les Iraniens? Ils ont dispersé le leadership et leur force sur tout le territoire. Donc, en déclarant une chose et son contraire, Trump essaie de diviser les Iraniens, tout simplement. Comme le leadership a été éclaté, on dit aujourd'hui qu'il y a 31 régions et 31 leaderships en Iran. Alors, c'est une simplification de la situation, mais en réalité, voilà, il essaye de diviser les Iraniens, et c'est ce que le guide suprême iranien, Mujtaba Khamenei, a déclaré hier encore. Alors, au-delà de ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui semble ressortir de la situation entre les États-Unis et l'Iran, c'est que les États-Unis avaient trois dossiers, le nucléaire, les missiles et les alliés de l'Iran au Proche-Orient. Et ce que les États-Unis ont essayé de faire, en fait, ils étaient en train de négocier ces trois dossiers avec l'Iran et il semble qu'ils ont d'un coup essayé d'imposer la solution de ces trois dossiers militairement. Donc, ils ont bombardé l'Iran, ils ont bombardé le nucléaire, les missiles et les alliés de l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran est en état de siège. Okay. Le point est le suivant. Si les États-Unis continuent à bombarder l'Iran, et à détruire, comme Trump avait promis, à détruire les centrales électriques, les ponts, les autoroutes, à ramener le pays à l'âge de pierre, le risque, c'est que l'Iran s'effondre. Et l'Iran n'est pas un pays totalement homogène. Il y a d'autres populations que les Perses en Iran. Il y a les Azéris, les Azerbaïdjanis, il y a les Kurdes, il y a les Arabes de Arabistan, qui est au sud-ouest de l'Iran, là où se trouve le pétrole. Il y a les Balouches, qui sont à côté du Pakistan. Donc, qui ça menace? Ça menace la Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite. Donc, ces trois pays se sont mobilisés pour dire aux Américains ne provoquez pas la partition de l'Iran parce que c'est toute la région qui va exploser. Donc, ces trois pays, en fait, l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, se sont positionnés contre la continuation des frappes en Iran et donc, quelque part, contre la politique israélienne. Et ils sont intervenus au Liban contre la politique israélienne. Donc, en quelque sorte, en forçant un peu le trait, ce sont des alliés de circonstance de l'Iran et du Hezbollah dans la situation actuelle. D'ailleurs, aujourd'hui, pour ceux qui suivent le terrain au Liban, il y a une action de Hezbollah contre les Israéliens avec des drones téléguidés par fibre optique, ce qui est une arme qui a été introduite récemment et qui est efficace contre l'armée israélienne. Et il y a beaucoup d'analystes qui pensent, et c'est dans les médias, qui pensent que l'arrivée de ces drones a été facilitée par la Turquie. On sait que le ministre des Affaires étrangères turc avait déclaré, il n'y a pas si longtemps, lors de la guerre, nommément le ministre des Affaires étrangères turc avait déclaré « Nous savons ce qu'Israël veut faire en Syrie et nous n'allons pas le laisser le faire ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'il pense qu'Israël veut partitionner la Syrie, il veut partitionner le Liban, donc, ainsi que l'Irak, et probablement la Turquie et le reste du Proche-Orient. Donc, il y a en quelque sorte une guerre des récits à cet endroit. Ce que je veux dire par là, c'est que
l'Iran et Israël et les États-Unis ne sont pas les seuls protagonistes de cette bataille. Il y a d'autres protagonistes dans cette affaire, qui sont les autres pays du Proche-Orient, qui sont l'alliance sunnite en quelque sorte, Turquie, Arabie Saoudite, Pakistan et Égypte. Donc, la conséquence de ça, c'est de geler la situation. Et ces pays-là essayent de stopper le fractionnement du Proche-Orient. Et comment ils font ça? En intervenant au Liban pour freiner Israël, pour freiner la dynamique. Donc le risque pour le Liban, en fait, c'est de continuer à être, de continuer à être une ligne de front, en quelque sorte. Que la situation se gèle, mais dans une guerre froide ou dans une guerre tiède, parce que malheureusement, il y a une guerre au Sud-Liban qui est en cours, il y a une destruction du Sud-Liban, il y a un déplacement d'1 million de Libanais, dépendamment des circonstances et de l'étendue des frappes israéliennes, entre 600 000 et 1 million, qui sont pour la plupart chiites, et qui aujourd'hui se sont installés dans d'autres régions du Liban avec le statut de réfugiés. Ce qui est à craindre, c'est que cette population qui est en train de perdre toutes ses maisons, qui sont en train d'être détruites, eh bien, cette population devienne comme les Arabes, ce qu'on appelle les Arabes de 48. Ça, les Arabes de 48, c'est les Palestiniens. Les Palestiniens, plutôt. Qui ont été. Donc, il y a les Arabes de 48, les Arabes de 67, ce sont les Palestiniens. Et là, on parle des Arabes de 26, donc ce sont les Arabes de 2026, ce sont les chiites libanais que Israël a forcé eh bien, au déplacement, voilà, qu'Israël a sorti de leur maison. Le sort des Libanais est arrimé, semble-t-il, aux tractations, pardon. Le sort des Libanais est arrimé aux tractations entre l'Iran et les États-Unis, mais à quel niveau? Est-ce que vraiment ça fait partie d'une thématique ou d'une condition pour les Iraniens dans leur traité de paix éventuel avec les États-Unis? Alors, je dirais qu'il y a deux parties à la question. Est-ce que le Liban est une carte iranienne aujourd'hui? Oui, c'est probablement la dernière carte d'importance de l'Iran. C'est-à-dire que, il y a quelques années, l'ayatollah Khamenei avait dit nous contrôlons 4 capitales arabes. Donc, il parlait de Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa au Yémen. Aujourd'hui, depuis le 7 octobre 2023, il y a une dynamique par laquelle Israël et les États-Unis ont tenté de pousser l'Iran hors de la région. Donc, à Gaza, en Syrie, en Irak, au Yémen et au Liban. Et une fois que tout cela a été fait, ils ont été frapper l'Iran sur le territoire iranien lui-même, par 2 fois. Aujourd'hui, en pratique, tous ces fronts-là sont largement, par rapport à l'Iran, largement neutralisé, pas entièrement, mais largement, sauf le Liban. Le Hezbollah reste la dernière carte iranienne vraiment active et qu'on n'a pas réussi à neutraliser. Donc l'Iran joue cette carte à fond. Aujourd'hui encore, le ministre des Affaires étrangères iranien a posté une déclaration dans laquelle il critiquait le président libanais. Arakchi. Parce que le président libanais et le premier ministre libanais ont une position par rapport au Hezbollah qui n'est pas favorable justement à la poursuite de son action. Et Abbas Araghchi dit non, vous n'avez pas raison, le Hezbollah, il faut soutenir le Hezbollah. Donc c'est la dernière carte d'importance. L'Iran, on peut supposer que l'Iran va l'utiliser jusqu'à la dernière seconde et que donc tant qu'il y aura un différend entre l'Iran et les États-Unis, le Liban restera un front chaud. Justement. Ça, c'est la première partie de... Oui. Allez-y. Non, j'allais... Ça, c'est la première partie de la question. Maintenant, la deuxième partie. Est-ce qu'un accord entre l'Iran et les États-Unis est susceptible d'intervenir rapidement? L'impression générale que l'on a, c'est que non. Le plus qui puisse intervenir, c'est un accord très intérimaire qui n'écarterait pas le risque d'explosion. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, si on regarde les sujets qui sont en train d'être discutés entre l'Iran et les États-Unis, pour l'instant, ils ne sont d'accord sur rien. Le projet consiste à mettre en place un accord cadre afin de pouvoir discuter par la suite des sujets sur lesquels l'Iran et les États-Unis ne sont pas d'accord, qui sont le nucléaire, entre autres, et d'autres sujets.
Mais ces négociations avaient déjà lieu depuis des mois, depuis 1 an, depuis 2 ans. Et c'est justement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur ça que la guerre s'est produite. Alors, faut être Donc, les culot. oh, oui. Faut être les hello. Je voulais qu'on revienne à cette question sur le rapport entre l'Iran, les États-Unis et au milieu les Libanais. Les gardiens de la révolution, eux, ont posé comme préalable, vous l'avez dit, à une fin de guerre avec les États-Unis, l'instauration d'un cessez-le-feu sur l'ensemble des fronts, y compris au Liban. Sauf que cela ne s'est pas fait et ne fait pas l'unanimité, surtout au sein de votre pays. Joseph Aoun, le président libanais, a déclaré que le Hezbollah doit comprendre qu'il n'y a que la diplomatie qui puisse faire taire les armes. Mais les frappes sionistes, elles, n'ont pas été condamnées par lui. Expliquez-nous cette différence d'approche du président libanais. Alors, je dirais que le président libanais, il est entre le marteau israélien et l'enclume iranienne. Visiblement, malheureusement, l'État libanais ne contrôle pas la situation au Liban, n'arrive pas à le faire parce qu'il y a deux armées qui s'affrontent sur son territoire. Israël et l'Iran s'affrontent sur le territoire libanais. Et les deux ont une force écrasante. Israël a une force technologique et militaire immense, appuyée par les États-Unis, bien entendu. Et l'Iran a déployé, semble-t-il, au Liban des stocks d'armes très importants dans différentes régions du Liban, pas seulement au Liban Sud, dans la plaine de la Bekaa aussi, dans l'Est et le Nord du pays. Et l'on parle même de sources médiatiques, de la présence de centaines, voire plus encore, peut-être même des milliers, de gardiens de la révolution iranienne. Et que le Hezbollah, après l'assassinat de son chef Hassan Nasrallah, il y a bientôt 2 ans, a été repris en main par les gardiens de la révolution iranienne. Donc il y a deux armées qui s'affrontent sur le territoire libanais. Face à cela, l'armée libanaise n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, elle n'est pas suffisamment forte pour arrêter cela, et elle court le risque, si elle intervient militairement, par exemple contre le Hezbollah, de provoquer une guerre civile interne, une scission. Donc en réalité, quelle est la carte principale dont Joseph Aoun dispose et l'État libanais? C'est le soutien de la communauté internationale et des États-Unis. Malheureusement, la question se pose, est-ce que ce soutien est suffisant pour contraindre Israël et l'Iran à arrêter leur jeu sur le terrain? Ou bien est-ce que l'affrontement va continuer? L'histoire du Liban dit que les conflits libanais ont commencé il y a plus de 50 ans. Il y a une succession de guerres au Liban depuis 50 ans déjà. L'histoire au Liban dit que ce genre de situation que nous vivons aujourd'hui ne se résout jamais par la négociation, il se résout par la violence au terme d'une série d'affrontements qui provoquent un basculement des forces. Donc c'est malheureusement ce à quoi les Libanais s'attendent. Ils s'attendent au mieux à des accords intermédiaires qui calmeraient les choses très momentanément, et au pire à une recrudescence des affrontements. La Banque mondiale chiffre la reconstruction du Liban à 11 milliards de dollars. Le Liban, on le rappelle, est en défaut sur sa dette souveraine depuis 2020 et ne disposant pas donc de cette somme. Le Qatar et la Banque mondiale ont approuvé un financement sous condition, ainsi que le Fonds monétaire international. Mais l'accès aux fonds serait corrélé au désarmement du Hezbollah, à une normalisation plus poussée avec l'entité sioniste. C'est en tout cas ce qu'ont rapporté certains journalistes libanais, comme El Mayadin ou Al Akhbar. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait du chantage au Liban? Écoutez, il y a des médias qui en parlent. Je dirais que pour être plus raisonné, ça fait 7 ans que la crise économique libanaise a commencé. Et il n'y a toujours pas de solution, il n'y a pas d'accord avec le Fonds monétaire international. Et le Liban, aujourd'hui, est dans une situation de guerre qui même, malheureusement, pose des questions encore plus urgentes. Je pense tout simplement que s'il y avait un arrêt de la guerre au Liban, une solution politique, ça faciliterait tout le reste. Même s'il n'y avait pas d'accord avec Israël, mais simplement un apaisement de longue durée
à la frontière sud, le Liban pourrait s'en sortir. Mais aujourd'hui, le Liban est face à un amoncellement de crises. Il y a une crise économique et puis il y a une succession de guerres sur son territoire qui font que, voilà, il n'y a pas de possibilité de sortir aujourd'hui de la situation. Et pour une petite précision, les pertes de la guerre depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui sont chiffrées, selon certaines sources, à près de 25 milliards de dollars, des pertes et les manques à gagner cumulés. Merci beaucoup, on arrive à la fin de notre échange. Je fais accompagner ce soir du journaliste libanais, directeur du quotidien libanais francophone L'Orient le Jour, Fouad Rouri Hellou. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. Merci à vous. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur Al24 News et à demain.